Nous sommes bien plus qu'un simple tas de neurones. Cette phrase, évidemment, résonne fortement avec moi parce qu'elle met en branle l'approche réductionniste de la pensée, de la cognition, de l'esprit humain, qui, évidemment, nous passionne depuis des générations et des générations, depuis toujours, sans doute. On se demande pourquoi l'être humain, arrivé à ce qu'il est capable et doué de raisonnement, de réfléchir, de réflexion, etc. Malheureusement, je pense vraiment qu'on peut dire malheureusement, nous sommes en Occident les héritiers de René Descartes et de sa pensée, qui est dualiste, qui sépare le je, le moi, du reste du monde. Comme si nous étions des agents, nous baladant dans un monde qui nous est externe, qui se dévoilerait devant nous, sans aucune forme de connexion. On est séparés les uns des autres et on agit de cette manière-là. Alors, si tout est séparé, si les objets sont véritablement objets, c'est-à-dire qu'ils se jettent devant nous, si nous sommes donc séparés des choses mêmes qui nous entourent, le corps et l'esprit aussi l'est. Il y a d'un côté le corps, il y a d'un côté l'esprit. Partant de ce principe-là, et si on continue à utiliser ce logiciel de réflexion, on en arrive éventuellement à séparer le corps et la matière, l'esprit et la matière. Ce qui est de l'ordre des idées, des sensations, des émotions, des ressentis, et ce qui est palpable, tangible, la matière. Enfin, on considère les émotions, comme je viens de le dire, comme des processus nébuleux, très peu liés à un agissement qui serait la résultante de la rencontre de l'environnement et de l'individu. C'est dans la tête, c'est psychologique. Les émotions, après tout, on n'y comprend rien. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de regarder en face les avancées que l'on a fait dans les différents domaines et de tenter quelque chose, de tenter une nouvelle approche, de tenter ce qu'on appelle en littérature un essai. C'est simplement une tentative, une proposition que je vous fais, à la manière, évidemment, bien plus, dirons-nous, simpliste, en toute humilité, de Hofstadter, quand il a écrit son livre Gödel, Bach et Scher, et qu'il a tenté, par ce fait, de faire dialoguer mathématiques, musique, donc art, enfin on va dire musique, puisque l'autre, Escher, c'est aussi l'art, donc mathématiques, musique et peinture. Un livre fondamental, un coup de génie, comme on dit. Ce livre, si vous l'avez pas encore lu, je vous conseille, si vous voulez vous lancer dedans, pour 2025, de supprimer toutes vos autres lectures et de ne vous concentrer que sur ce livre, tellement il est dense, complexe, mais tellement enrichissant, tellement enrichissant. Donc les émotions. Pour aborder le thème des émotions, qui m'est venu en sous-jacent comme lumineux, en fait, comme étant le bout de l'entonnoir de mes recherches, pour aborder ce thème donc, je souhaiterais essayer de faire dialoguer l'intelligence artificielle par la figure de Joe Schaback, qui est sans doute l'un des chercheurs en intelligence artificielle les plus reconnus actuellement, qui est pour moi un véritable génie, Carl Friston, neuroscientifique de renom, peut-être le plus célèbre actuellement, en tout cas le plus respecté. Donc l'intelligence artificielle et les neurosciences et ultimement la biologie. On pourrait dire la neurobiologie, mais je dis la biologie parce que ça englobe un petit peu plus le pourtour, nous offre une vision plus large des sciences du vivant, avec l'autopoïèse, l'inaction, en la personne de Francisco Varela. 3 domaines, 3 grandes figures, avec, à la clé, je l'espère, beaucoup plus de questions que de réponses. C'est ça le projet. C'est pas du tout une nouvelle théorie arrêtée, ce n'est pas un dogme, ce n'est pas une méthode à laquelle je vais lui donner un nouveau nom. Certes, cette rencontre de ces 3 branches des sciences
surtout des sciences cognitives. Je les englobe dans mon livre Le Manuel émotionnel, mais à la manière d'un manuel sportif, un manuel de musique, pour jouer du piano, etc. Ce n'est qu'un prisme, ce n'est qu'un outil, comme un marteau, et tous les résultats que vous allez pouvoir obtenir avec ce manuel ne dépendront uniquement que de l'exécution, que de vous en fait. On en revient toujours à cette chère phénoménologie portée par Husserl, Merleau-Ponty, et plus récemment Bidbol et Francisco Varela que j'ai déjà cité. C'est-à-dire que il ne faut jamais oublier l'expérience de première main. Il ne faut jamais oublier qu'il s'agit, peu importe du concept que l'on considère, de quelque chose qui va être vécu par une personne. Donc, le manuel que je vous propose vis-à-vis de la compréhension de nos émotions, de du regard que l'on porte sur elles, une manière de les appréhender, de les dépasser, de les transformer. Tout cela ne dépend que de vous, que de comment vous allez manipuler les informations que je vais vous transmettre. Alors, commençons par vous présenter tout d'abord l'aspect biologique. Dans les années 70, Umberto Maturana et Francisco Varela, deux scientifiques de renom, experts de la compréhension du système nerveux, du système sensorimoteur, et ultimement vont devenir célébrissimes par rapport à la cognition, entre autres, avec la théorie de Santiago. Umberto Maturana et Francisco Varela, d'origine chilienne, travaillent de concert, Varela étant l'élève de Maturana, et en viennent à proposer la théorie de l'autopoïèse, afin de qualifier les systèmes vivants. Qu'est-ce que c'est un être vivant? C'est là une question qui est fondamentale, extrêmement large, extrêmement difficile évidemment à répondre, mais après tout, est-ce qu'on se la pose assez souvent celle-ci? Quand on utilise le mot vie et vivant à tort et à travers de nos jours, mais est-ce qu'on sait de quoi on parle? Et ce pas de recul par rapport aux termes les plus génériques, je pense qu'il est incroyablement salvateur, incroyablement révélateur souvent de ce qu'on ne comprend pas, de ce qu'on ne sait pas. Et s'il y a bien une sagesse ancestrale qui se transmet de génération en génération, c'est ce précepte socratique de « je sais que je ne sais pas ». Mais le meilleur moyen de se rendre compte que je ne sais pas, c'est de me demander, de me questionner sur les mots que j'utilise le plus souvent. Quels sont les mots que j'utilise le plus souvent et est-ce que je les maîtrise? De la même manière, est-ce que je maîtrise mon environnement? Oui ou non? C'est difficile de répondre à ça. Très bien. Alors, de la même manière, je peux me demander, est-ce que les objets qui m'entourent le plus régulièrement et que j'utilise le plus souvent au quotidien, est-ce que je serais capable de les fabriquer ou est-ce que je comprends comment ils sont fabriqués? Et est-ce que je comprends comment les utiliser? Par exemple, une voiture. Personnellement, je n'ai aucune connaissance en mécanique. Aucune. Je suis incapable de réparer un moteur, quoi que ce soit. Bon, et ça me permet de comprendre que, de la même manière que je ne sais pas fabriquer le bureau sur lequel je suis en train d'écrire, je maîtrise très peu mon environnement. Et maintenant, vis-à-vis de nos émotions, c'est encore pire. D'où est-ce qu'elles viennent? Et vis-à-vis de un être vivant, ben, là, c'est terrible. Je ne sais pas définir un être vivant. Eh bien, depuis les années 70, nous avons une définition qui semble être appropriée. C'est celle de l'autopoïèse. Elle ne définit pas tout, mais il y a relativement un consensus scientifique pour dire que c'est un concept que nous pouvons garder sous la main pour essayer de définir un être vivant. Donc, autopoïèse signifie littéralement auto-création. Auto pour soi-même, poiesis pour création. Dans cette vision, un organisme vivant est un système clos et autoréférentiel qui maintient son organisation interne malgré les perturbations externes, en créant et en renouvelant continuellement ses propres éléments.
Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Il faut prendre chaque mot parce que chaque mot est important. Un système clos. Si c'est un être vivant est un système clos, ça veut dire qu'en biologie, il faut une membrane. Il faut quelque chose qui délimite parfaitement, jamais parfaitement, hein, c'est important là déjà de dire que une barrière n'est pas une frontière imperméable, c'est une zone d'échange. Mais la première unité fonctionnelle que l'on va définir comme vivant en biologie, c'est la cellule. La cellule avec sa double membrane. Parce que l'autopoïèse parle de systèmes qui sont clos. Et c'est pour ça que beaucoup de chercheurs, dont Antoine Béchamp, contemporain de Pasteur, lui aussi un grand génie oublié de l'histoire, parlait du fait que tout organisme vivant est liposoluble, hydrophobe plutôt, hydrophobe, c'est-à-dire qu'il ne se mélange pas à l'eau. C'est grâce à la double membrane lipidique de la cellule qu'elle permet d'évoluer dans un milieu aqueux sans se dissoudre elle-même. Et le fait de pouvoir se discriminer par rapport à son propre environnement est la première étape, la condition sine qua non à l'émergence du sentiment d'identité. Si je suis partout à la fois, comment avoir un sentiment de moi, de je? Il faut pouvoir avoir une zone d'interface, une séparation. Et pour reprendre les termes de Francisco Varela, il faut un système qui est clos sur lui-même pour qu'il soit auto-référentiel, se référer à soi-même. Et l'autopoïèse nous dit qu'un système autopoïétique, donc, maintient son organisation interne, et pour reprendre l'image de la cellule, on pourrait prendre l'image d'un corps humain entier, mais gardons la cellule, elle maintient son organisation interne, ça veut dire qu'elle maintient le fait qu'il y a en elle-même un noyau, des organites tels que l'appareil de Golgi, les mitochondries, le réticulum endoplasmique, etc. Elle maintient tout ça, la bonne santé de ses organites internes, de sa membrane, etc., malgré les perturbations extérieures, malgré le fait que, à l'extérieur d'elle, ça change constamment. Le sang, le liquide interstitiel, la présence de sucre, la présence de protéines, la présence d'hormones, tout ça, ça change continuellement. Et malgré ces changements-là, elle survit. Elle survit comment? En créant et en renouvelant continuellement ses propres éléments. C'est un peu comme si vous aviez une usine qui baignait dans un environnement qui change constamment, c'est-à-dire les fournitures qui arrivent, la matière première qui arrive, ces travailleurs qui arrivent et qui sortent, etc., etc., ça change constamment. Eh bien, cette usine fabriquait à l'intérieur d'elle-même ses propres constituants que sont les briques de ses murs, les tuiles de son toit, les pièces mécaniques de ses propres machines, etc., etc. Elle se fabriquerait de l'intérieur afin de se maintenir. Voilà la définition de l'autopoïèse qui va être la première pierre à la compréhension du rôle de nos émotions.